Un plateau avec 2 invités, mais pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras pour une conversation qu'ils mèneront comme ils voudront. Alors on commence par vous. Qui êtes-vous ? Je suis Louis Laurent, je suis physicien au commissariat à l'énergie atomique. Je m'intéresse aux nanosciences depuis les années 2000, parce que je dirigeais un département qui travaillait en partie sur le sujet. Et depuis 4-5 ans, je suis allé à l'Agence nationale de la recherche pour travailler sur des programmes liés à ce sujet. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Et ça, c'est une bonne question. Ça peut être par exemple parce que j'ai écrit 3 livres sur le sujet qui expliquaient ce qu'étaient les nanosciences, mais aussi qui posaient quelques questions sur leurs implications. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Bernadette Binsaud-Vincent, professeure de philosophie et d'histoire des sciences à l'Université Paris-Ouest. Et je travaille beaucoup sur les sciences de la matière, chimie, sciences des matériaux, nanotechnologie. Et pourquoi vous pour ce débat ? Alors peut-être qu'on m'a demandé de venir parce que je suis actuellement présidente de Vivagora, qui est une association française qui a beaucoup travaillé pour mettre en débat public les nanotechnologies et les mettre à la portée des citoyens. Vous avez à partir de maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec une lumière rouge qui s'allume à chaque fois qu'on aura besoin de vous interrompre. On commence, première partie du débat. Alors peut-être que vous pourriez nous dire quelle est votre définition des nanotechnologies ? Oui, alors donc, c'est une vaste question. Alors, c'est l'art d'observer, de manipuler, je dirais, la matière à l'échelle du nanomètre. Alors, on peut peut-être dire ce que c'est un nanomètre. Alors, il y a plein de façons de le définir. Moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est la longueur de laquelle pousse un ongle en 1 seconde. Pour dire que c'est vraiment petit. Alors, après, ça recouvre des définitions très variées. Ça peut être des travaux sur des petits systèmes, comme des transistors ou des toutes petites machines, donc miniatures à l'échelle du millionième de mètre, donc les pièces sont plus petites à l'échelle du milliardième de mètre, du nanomètre, mais ça peut être aussi de façon générale des procédés qui intègrent la manipulation de l'échelle à cette matière. Alors le cas typique, c'est les matériaux par exemple. On met des toutes petites particules d'argile ou de carbone dans des matériaux pour les rendre plus solides. Donc c'est un mélange de choses très variées. Donc des fois, ça veut dire des toutes petites choses, et des fois, ça peut être des objets de la vie de tous les jours, dans lesquels on a intégré des nanoparticules, des nano-objets pour changer leurs propriétés. Et quel est l'intérêt ? Alors l'intérêt, c'est quand même qu'il y ait, du moins c'est ce qu'on dit, un contrôle à l'échelle la plus petite de la matière, et que les éléments réagissent de manière différente, non ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'intérêt dépend du système duquel on parle. En informatique, l'intérêt, c'est de mettre plus de transistors, donc de faire plus de calculs par centimètre carré. Donc, dans les machines actuelles, les transistors font déjà des quelques dizaines de nanomètres. Donc, c'est déjà tout petit. Il peut y avoir des centaines de millions, voire 1 milliard de transistors sur un circuit. Dans ce cas-là, l'intérêt, c'est plus de calculs ou stocker plus de données dans une mémoire. Alors, dans un matériau, c'est pas du tout la même chose. L'intérêt, on pourrait faire l'analogie avec le béton. On met des fers dans du béton pour le rendre plus résistant. On fait pareil dans un matériau, on met des nanofibres ou des nanoparticules pour le rendre plus résistant, ou alors plus résistant au feu. Simplement, il s'enflamme plus doucement, ou rendre la surface inrayable. Donc, c'est de modifier ses propriétés pour l'améliorer. Alors, au-delà de cette définition autour de l'échelle de longueur, on peut aussi parler de la convergence de ces nanotechnologies avec d'autres sujets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a ce problème et un programme officiellement lancé de convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences de la cognition. Et le but de ce programme, c'est quand même de faire converger toutes ces disciplines en étudiant les phénomènes à l'échelle du nanomètre. Alors évidemment, on peut penser que cette convergence n'a aucun rapport avec la société, avec le débat public. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on a lancé des débats publics ?
pourquoi on ne laisse pas travailler les scientifiques tranquilles dans leur coin? Le 15 octobre 2009 marque le début d'un débat public entièrement dédié aux nanotechnologies. C'est une première. Nano, le mot magique qui recouvre tout ce qui se passe à l'échelle du milliardième de mètre. C'est un sujet qui remue beaucoup de choses au niveau de l'imaginaire. On parle par exemple de mettre des microsystèmes dans le cerveau pour guérir ou pour modifier le comportement, ou de faire des formes de vie artificielles. Donc même si ça correspond pas toujours à une réalité dans les laboratoires, ça résonne beaucoup avec des sujets proches de la science-fiction. Donc inévitablement, ça suscite des débats et c'est bien naturel. Oui, mais on ne sait pas, on peut dire aussi que le nucléaire, ça suscitait des débats, et néanmoins, on n'a pas ouvert un débat public pour autant. Or, là, ce qui est quand même nouveau, c'est que, avec le lancement des nano-initiatives, en particulier aux États-Unis, il a été décidé d'accompagner la recherche et le développement, dès l'amont, par des sciences humaines. Je crois que c'est 10% du budget qui est consacré à ce qu'ils appellent l'étude des impacts sociétaux, juridiques et des impacts éthiques. Donc il y a une volonté quand même d'intéresser le public et d'intéresser les sciences humaines. Ce qui me paraît nouveau, c'est qu'il y a eu, avec le lancement des programmes nano, un grand battage j'allais dire publicitaire, un grand... on peut parler de marketing. Un grand marketing avec beaucoup de bruit sur, vous allez voir, c'est une énième révolution industrielle, ça va vous changer la vie, ça va changer votre mode de... vous allez devenir éternel, etc. Donc toute cette espèce de rhétorique des scientifiques eux-mêmes qui se sont lâchés, entre guillemets, pour appâter le public et intéresser, peut-être pas le public d'ailleurs, mais je pense pour intéresser les investisseurs pour qu'ils contribuent à l'effort de recherche et de développement. Donc ça, il y a quand même une volonté d'intéresser et les gouvernements, les contribuables, mais aussi les start-up et les investisseurs. Oui. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Je pense que ça existait déjà avec l'électricité il y a un siècle, avec le nucléaire aussi. À l'époque, on disait finalement le nucléaire c'est formidable. On a enfin réalisé le rêve des alchimistes. On arrive à transmuter la matière. C'est l'énergie inépuisable. Donc le même battage a existé pour le nucléaire, pour l'électricité, bien sûr. Plus récemment pour la biologie. Donc c'est assez naturel que des chercheurs enthousiastes ou d'autres qui cherchent des fonds, effectivement, aient tendance à bâtir un scénario autour d'un sujet. Et très vite, il y a une convergence, à mon avis, entre la recherche du laboratoire, la réflexion de nature scientifique, et des choses qui sont plus du domaine du rêve et de la science-fiction. Alors, ça a été aussi très vrai pour la conquête de l'espace, oui. Où en même temps qu'on envoyait des fusées, alors avec quelques arrière-pensées militaires parfois, il y a toute une littérature de science-fiction qui s'est développée. C'est à cette époque-là que sont nés les Star Trek, Planète Interdite et autres, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais je pense qu'on est dans ce domaine. Est-ce que vous seriez de ces scientifiques qui disent qu'il faut brider et discipliner les scientifiques et s'abstenir de tout délire, entre guillemets, de faire de la science-fiction, de laisser rêver les gens sur les résultats de la science? Non, moi je suis assez pour le rêve. Je pense qu'un scientifique, ou tout professionnel d'ailleurs, se projette dans le futur, fait des rêves. Alors ceci étant dit, il faut évidemment séparer la démarche professionnelle, la démarche scientifique demande une certaine rigueur du rêve, je veux dire, qui est d'un autre domaine, mais on peut tout à fait concilier les deux. Alors la difficulté, c'est aussi quand on parle au public, effectivement, il faut faire la part des choses, je veux dire, par les rêves, par les science-fiction, et en même temps parler de choses concrètes. Donc, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. Je crois que c'est vrai que c'est le roman de Michael Crichton, Prey, la proie, qui a suscité l'alerte du prince Charles en Grande-Bretagne, qui a demandé à la Royal Academy of Engineering et à la Royal Society de travailler sur les nanos pour faire une sorte d'encadrement social et de poser les problèmes sociaux, les problèmes juridiques qu'allaient poser les nanos. Donc de ce côté-là, on peut dire que la science-fiction a été très positive. Elle a servi d'allumage du débat public. Maintenant, moi, ce que je redoute un petit peu, c'est que quand on lance le débat public sur des spéculations de science-fiction,
eh bien, on fait ce qu'on appelle l'éthique spéculative. On plane dans les transhumains, l'homme éternel, etc. Et puis peut-être que on se détourne de ce qui est en train de se faire réellement dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire de plus en plus de nanomachines toutes petites qui envahissent notre espace quotidien, qui envahissent même notre corps, qui vont surveiller notre biochimie quotidiennement, nous permettre des diagnostics moléculaires et très vite, on se détourne un petit peu de ce qui est en train de se faire sous nos yeux pour rêver sur un futur potentiel. Et peut-être que à ce moment-là, le débat public a pris une mauvaise direction. On a ouvert le débat public une fois que les décisions et les initiatives étaient déjà prises. Donc on a un petit peu l'impression que ces débats publics, comme tout l'accompagnement par les sciences humaines, a simplement pour finalité d'aider le public à accepter, et on l'aide à se projeter dans l'avenir avec de la science-fiction. On lui fait un peu peur, mais même si on lui fait un peu peur, c'est pour aussi le faire rêver. Et en tout cas pour l'intéresser à la recherche scientifique. Donc je me demande si ces débats publics n'ont pas simplement pour fonction l'acceptabilité sociale et d'aplanir le terrain pour que on aille dans une direction unique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Sur le fait que les décisions sont déjà prises, bon, c'est vrai que depuis début des années 2000, il y a des programmes nano dans tous les pays du monde, donc il y a des choses qui ont été lancées. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard, hein, loin de là. Il y a de nombreuses, par exemple, ce qui est en cours maintenant, c'est une réflexion sur la réglementation. Hein, sur, une fois que c'est là, comment on réglemente, comment on autorise ou on interdit. Je pense que c'est tout à fait le moment. On aurait du mal à le faire avant, parce que les questions étaient mal posées. On mélangeait peut-être trop avec la science-fiction. Maintenant, ça se décante quand même. On n'avait pas non plus une idée très claire des applications forcément au début des années 2000, donc je pense que c'est le bon moment. Alors ensuite, sur qui décide, est-ce que ça va influer les décideurs? On vit dans un monde complexe. Il n'y a pas un décideur unique qui va décider, allez, on se lance dans les nanotechnologies. Il y a des acteurs. Alors, il y a d'abord l'État, effectivement, qui investit dans la recherche, mais les chercheurs eux-mêmes qui se saisissent du sujet et font de la recherche dans le domaine. Et forcément, voilà. Il y a de l'argent qui va, oui. Donc ils se saisissent du sujet. Mais en même temps, les chercheurs, ils disent tout le temps, c'est pas vrai, on ne travaille pas du tout pour la convergence, on ne travaille pas pour ce que vous appelez le nanomonde. Nous, on fait juste des médicaments vectorisés ou on fait des matériaux nanostructurés. Donc, il me semble qu'il y a un décalage entre ce qu'on raconte au public et puis la réalité des recherches et de ce qu'on va mettre sur le marché bientôt. Oui. Alors, la recherche, en fait, surtout quand elle est fondamentale ou en amont, en général, ne vise pas une application précise. Alors, je donnerai l'exemple de l'imagerie magnétique nucléaire. On a découvert en 1946 que le noyau d'un atome d'hydrogène répondait à une onde. Et puis, on a inventé l'imagerie magnétique nucléaire 30 ans après, en ayant l'idée de faire l'imagerie des tissus. Donc, ça a été une grande révolution médicale. Peut-être que maintenant, on pourrait utiliser ce même système pour faire un jour un détecteur de mensonges en regardant l'intérieur du cerveau en fonctionnement. Donc, vous voyez, entre une découverte et son application, voire après un côté négatif, il peut s'écouler 30 ans, 50 ans. Donc, je pense qu'en nanosciences, c'est pareil. Vous avez des recherches amont où il est assez difficile de demander à un chercheur à quoi ça va servir, quel va être l'impact. D'un autre côté, il est clair que vous avez aussi des recherches plus proches de l'application, soit dans le domaine public, soit dans le domaine de l'industrie, où là, on peut s'interroger effectivement sur l'impact de ces recherches. Par exemple, les systèmes de diagnostic médicaux, qui ont plein d'avantages, mais aussi demandent certaines précautions d'emploi. Par-delà les problèmes de nanoparticules toxiques, parce qu'elles ont une réactivité beaucoup plus grande, et qui sont déjà sur le marché. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y en a déjà au moins 1 millier sur le marché qui sont non répertoriés, non étiquetés, et dans nos shampoings, dans nos lessives, etc. Donc, il me semble que là, il y a quand même un problème qui est un problème de réglementation, d'étiquetage, et ça, c'est pas vraiment abordé forcément dans les débats publics parce que on va beaucoup plus vers le rêve, le futur, etc. Et il y a un autre problème qui est encore plus invisible, me semble-t-il, c'est ce qu'on attend finalement de la technologie aujourd'hui et de la nature. On attend des réponses miracles.
On attend des solutions extraordinaires. On nous promet de l'énergie propre, on nous permet des médicaments pour vivre plus longtemps, plus vieux, etc. Donc comme si on allait élargir le champ du possible et supprimer toutes les limites. Moi, je trouve ça pas sérieux. Et je pense pas qu'on ait intérêt tellement à aller dans cette direction, fût-ce pour lever des fonds pour faire de la recherche. Oui, alors je dirais pourquoi ce débat, effectivement, on peut séparer il y a des questions concrètes, effectivement, des questions qui sont plutôt de la prospective. Alors concrète, je suis assez d'accord que la question numéro 1, c'est il y a déjà des produits sur le marché, hein, parfois depuis un siècle, hein, c'est le cas des pneus, par exemple. La question, c'est quelle réglementation... des nanoparticules dans les pneus. Oui, il y en a dans les pneus, oui. La question qui va se poser, c'est quelle réglementation, finalement, comment transposer ce qui est dans le domaine de la chimie, au domaine des nanotechnologies. Alors ça touche des questions d'interdire ou d'autoriser des produits, des questions d'étiquetage. Donc effectivement, je suis assez d'accord que la vraie question concrète maintenant, c'est comment on s'y prend dans ce domaine-là. Oui, mais ça va un petit peu dans le sens de cette demande sociale ou demande industrielle qui est de toujours obtenir plus avec moins de matière. Hein. Et cette demande tente à toujours reculer les limites, c'est toujours aller au-delà et orienter la recherche vers des valeurs qui sont la compétition industrielle, des performances, toujours comme le dopage, mais là on va doper nos cerveaux, on va doper nos capacités intellectuelles, on va doper nos performances sportives. Et cela, on ne se rend pas compte que c'est la science et la recherche qui sont au service de valeurs, certes de valeurs sociales, hein, mais de valeurs sociales que l'on peut questionner comme l'individualisme et la compétition. Et la question que je voudrais poser, moi, c'est est-ce que tout ce qui se présente à l'horizon des possibles est réellement souhaitable pour l'avenir et est-ce qu'on veut vraiment un avenir avec les nanos? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez et si les chercheurs eux-mêmes se posent ces questions, mais je pense que ça serait pas mal qu'on se les pose. Oui. Alors, les chercheurs ne se les posent pas toujours, en ce sens, quand on parle de recherche fondamentale, les applications en termes de dopage et tout ne sont pas forcément évidentes. Bon, je pense que tout le monde a une idée différente de l'avenir, c'est ça qui est intéressant, je veux dire. Il y a des grandes disparités culturelles. Hein. Pour certains, je veux dire, le fait d'utiliser des technologies pour s'augmenter est plutôt vu comme positivement. Alors, on le fait tous, hein. On a des lunettes pour s'augmenter. On se fait vacciner, c'est une méthode d'augmentation finalement pour acquérir de l'immunité, donc ça se fait. Alors la question qui peut se poser, c'est veut-on d'un avenir finalement de compétition où chacun s'augmente avec des technologies? Donc je pense que pour beaucoup la réponse est que ça n'est pas souhaitable, pour d'autres oui. Donc je veux dire, c'est un peu une question de politique avec un grand P. Quel avenir voulons-nous? Oui, mais justement, si c'est une question de politique, il faut que les acteurs politiques, au niveau des décisions, et les citoyens eux-mêmes prennent la responsabilité. Et je veux dire que à trop focaliser sur oui, demain vous aurez un ordinateur plus puissant, oui, demain vous pourrez lutter contre les maladies et les enrayer, les prévenir parce qu'on aura des diagnostics moléculaires. Mais enfin, si on a des diagnostics moléculaires, on est tous malades. Donc comment on va vivre ? Dans une société d'anxiété, enfin, il me semble qu'on pourrait penser à des scénarios d'avenir qui soient un peu différent et si on veut réguler les nanotechnologies, on pourrait essayer d'avoir un peu d'imagination et d'imaginer aussi un univers avec des nanotechnologies qui serviraient peut-être à autre chose qu'à aller toujours vers plus avec moins. On a quand même, avec les nanotechnologies, créé de nouvelles incertitudes, puisque ces particules réactives, etc., on ne connaît pas leur comportement, donc c'est un grand horizon de recherche, c'est très bien. On a de l'avenir pour la recherche. Mais en créant de nouvelles incertitudes, il faut qu'on apprenne à reconnaître qu'il y a des incertitudes. Donc les recherches n'apportent pas forcément des solutions, surtout pas des solutions miracles, mais que chaque fois qu'on met des innovations sur le marché, on crée de nouveaux problèmes. Et si on crée de nouveaux problèmes, qui prend la responsabilité de ces nouveaux produits? On va lâcher ces nanoparticules dans l'environnement, que ce soit les nanoparticules qui sont dans les cosmétiques ou les nanoparticules qui sont dans les lessives, etc.,
qui va assumer les responsabilités à l'avenir de ce qu'on a fait non seulement pour nous, mais peut-être pour les générations à venir aussi. Parce qu'on ne sait pas quelle va être la durée de vie de ces nanoparticules. Oui, alors, une fois de plus, ces nanoparticules sont vieilles d'un siècle ou plus, sans compter les particules naturelles. Donc, je ne les diaboliserai pas toutes en les mettant ensemble. Il est clair, mon point de vue, c'est que certaines vont avoir un effet bénéfique, par exemple en se substituant à des espèces chimiques toxiques pour assurer la même fonction, finalement, et d'autres peuvent se révéler dangereuses. Donc, on cite toujours le cas de l'amiante, où on se rend compte que c'est un matériau miracle, qu'il vaut mieux éviter maintenant. Donc je pense qu'il est du ressort des États, et je dirais à notre échelle de l'Europe, d'écrire les règles du jeu. Alors parfois en s'appuyant sur des recherches qui n'existent pas encore pour voir ce qui est dangereux ou pas, et de réglementer. Ce genre de développement n'ira de pair qu'avec une réglementation qui évite effectivement de mettre sur le marché des produits inutiles. Alors, sur la finalité de la science, moi je suis peut-être plus optimiste, je dirais qu'il y a un peu deux sortes de finalités. Il y a des grands enjeux de société auxquels on demande à la science d'aider à répondre, pas de répondre, mais d'aider à répondre. Que nos enfants vivent à peu près comme nous, finalement, de façon durable, c'est-à-dire à l'état stationnaire vis-à-vis des ressources qu'on consomme. Ça, à mon avis, ça demandera des nanotechnologies. On ne pourra pas continuer à gaspiller des terres rares, certains matériaux qui existent qu'en ressources limitées. On va devoir trouver des produits de substitution. Ça veut dire manipuler la matière à l'échelle nanométrique pour économiser ses ressources. Donc, développement durable. Et aussi de nourrir la planète. Les nanotechnologies peuvent aider, mais ça n'est pas l'avenir forcément pour l'alimentation. Mais il y a un certain nombre de questions auxquelles on demande à la science d'aider à répondre. Voilà. Au-delà de ça, il y a des produits qui sont plus, je dirais, des produits de biens de consommation courante de la vie de tous les jours. Certains, je pense, c'est clair, ne sont pas forcément indispensables à un développement harmonieux de la société. Je veux dire, les deux coexistent. Il est difficile, à mon avis, d'associer la science à l'un. Donc, on peut toujours dire la recherche, ça sert au développement durable, à la santé, à des buts nobles. On ne peut pas non plus associer la recherche au mercantilisme, à des produits inutiles. Je pense que c'est les deux, et c'est la façon dont la société sera organisée. Oui, donc, mais enfin, pour l'instant, c'est quand même le marché qui gouverne un petit peu les investissements dans la recherche en fonction des marchés juteux qu'on espère. On oriente la recherche dans tel ou tel domaine, surtout dans les pays riches. On sait que c'est plus intéressant d'investir dans les médicaments vectorisés pour aller sur la tumeur, etc., parce que ça intéresse les pays riches, plutôt que d'investir ailleurs. Donc c'est là-dessus que je pense qu'il y a le débat public pourrait porter, premièrement, sur les problèmes soulevés par les nanos. Je crois qu'il y a autant de problèmes que de solutions qui sont soulevés par les nanos. Et deuxièmement, sur comment on va gérer les choix. C'est-à-dire, ok, moi je suis d'accord que les nanos vont apporter beaucoup de progrès et que c'est intéressant, qu'il ne faut surtout pas arrêter les nanos. Mais vers quoi on va orienter les recherches et est-ce que les citoyens auront leur mot à dire dans les orientations de recherche? Ou est-ce que c'est toujours les États et le marché qui va réguler ça? Et comment on va réguler ça? Est-ce que c'est pas toujours la régulation qui court après les innovations une fois qu'elles sont déjà mises sur le marché? Est-ce qu'on n'arrive pas toujours en retard après pour dire attention, il faut freiner comme on l'a fait sur l'amiante? Je veux dire qu'on dirait qu'on n'a rien appris des catastrophes qu'il y a eu par le passé avec le nucléaire, avec l'amiante. Donc si maintenant on veut essayer de réguler en amont, eh bien que on ne mette pas sur le marché avant d'avoir passé un tas d'étapes de certification. Qu'on prenne le temps de consulter, de tester les choses, même si ça doit ralentir les investissements, même si ça doit ralentir peut-être les avancées. Là, vous êtes d'accord quand même? Oui, non, pas tout à fait. Je dirais J'ai marqué un point. Je dirais que là où on se rejoint, c'est que le marché doit s'accompagner évidemment de règles du jeu. La difficulté que nous avons actuellement, c'est que la règle du jeu, elle peut être à l'échelon national, européen ou mondial. L'une des difficultés qu'on peut avoir sur le sujet, c'est effectivement que les façons de voir les choses ne soient pas les mêmes entre les différents blocs mondiaux, et ce qui introduit des équilibres. Autre question que ne gère pas le marché, je dirais même ni même les États, effectivement les déséquilibres nord-sud. On parlait tout à l'heure effectivement d'innovation médicale plutôt pour les pays riches que pour les pays pauvres. Ça, c'est une question que le marché seul ne suffit pas à réguler.
faut effectivement une intervention publique, collective, parfois au niveau mondial, pour régler la question. Donc on connaît très bien le problème des médicaments, hein, qui sont protégés par des brevets et que les pays en voie de développement ne peuvent pas se payer. Donc on peut redouter que la même chose se produise sur des inventions nano peut-être merveilleuses, mais effectivement qui resteraient inaccessibles. On peut aussi redouter à l'inverse que des pays s'approprient les nanos pour des fins qui sont des fins terroristes, et en particulier ou pour des fins de destruction massive, hein, car les nanos ne servent pas seulement à augmenter les performances, les nanos pouvant bénéficier d'une très grande dispersion et en même temps d'une sélectivité, peuvent avoir des finalités destructrices et ciblées sur un type de population. Or, il me semble qu'il n'y a aucun organisme à l'heure actuelle capable d'encadrer ces problèmes. Même si on lance des alertes, il y a au monde aucun organisme qui peut réguler ces choses-là. Mais il me semble qu'on aurait bon gré de prendre un peu le temps d'informer les populations, de réfléchir avant de se jeter à corps perdu dans la course comme on le fait en investissant, en disant « Oh là là, il faut investir, il faut faire de plus en plus de brevets » et en particulier orienter la recherche de plus en plus vers les applications. C'est bien ce que la France est en train de faire. La recherche en France est réputée être trop fondamentale et on veut qu'elle aille vers plus d'applications. Je dis non. Essayons au contraire de prendre le temps de faire de la recherche plus fondamentale qu'on pourra peut-être orienter vers des applications souhaitables au lieu de foncer tout de suite vers des applications brevetables à courte échéance. Oui, alors, je vais peut-être revenir sur les armes de destruction massive. D'abord, moi, je suis un peu plus réservé quand même. Je veux dire, quand on parle de capacité de dispersion ou de sélectivité, en fait, on est en train de réinventer les armes chimiques ou les armes biologiques. Oui, exactement. Mais à l'échelle nano. Oui, à l'échelle nano, mais ces armes sont déjà nano. Hein. Les produits chimiques ou les virus sont à l'échelle nano. Donc, je pense qu'il peut y avoir effectivement des nouvelles possibilités ouvertes par ces technologies, c'est clair, mais pour moi, elles sont du ressort déjà des traités qui régissent ce type d'armes. Oui, sauf que les nanos, c'est pour ça que c'est un grand fourre-tout, les nanos démultiplient tous les possibles. C'est vrai que les nanos vont potentialiser les armes de destruction chimique, les armes de destruction biologique, elles vont potentialiser tous les autres moyens parce qu'on élabore justement à l'échelle nano. Mais si elles aggravent des problèmes qu'on connaît déjà, elles les démultiplient, elles les aggravent, et donc il est grand temps, je pense, qu'on réfléchisse avant de mettre directement et de se précipiter tête baissée vers des mises sur le marché, etc. Oui, alors en ce qui concerne les mises sur le marché, on est quand même assez loin des armes hein, quand on parle de produits. Alors, c'est vrai qu'on a c'est intéressant pour un débat public, on a deux tendances. Hein. On peut dire effectivement, réfléchissons, hein, prenons du temps. D'un autre côté, on entend ça dans les médias tous les jours, je veux dire, il y a une difficulté pour garder une industrie en France ou en Europe, maintenir les emplois. Donc les États, finalement, ont un peu un dilemme. Hein. Soit réfléchir, faire que des choses qui, après mûre réflexion, sont vraiment garanties, sont utiles, je dirais, de façon générale, ou alors essayer d'innover pour garder l'industrie et les emplois, pour éviter que ces produits, lorsqu'on sera rendu compte qu'ils sont utiles, on les importe, parce qu'entre-temps, ils auront été développés ailleurs. Donc tout le problème des États, mais ça c'est une vraie question politique, effectivement, pour une démocratie, c'est de voir le dosage qu'il faut entre réflexion sur les risques, mais aussi sur l'évolution de la société, et en même temps se lancer dans de la production nous-mêmes pour garder finalement un niveau de vie correct. Oui, mais du coup, c'est vrai que les nanotechnologies repose un problème qui se pose, qui est que la recherche technoscientifique, que moi j'appelle technoscientifique, est entièrement soumise aux valeurs actuelles des sociétés industrialisées. Et c'est parce que les technologies nous façonnent nous-mêmes que moi je suis extrêmement pessimiste pour l'avenir. Il me semble que s'il n'y a pas une volonté vraiment politique, une responsabilité politique qui peut venir de groupes, d'associations, de citoyens concernés qui lancent l'alerte ou autre, s'il n'y a pas même des États qui se mouillent, entre guillemets, à dire c'est pas vers là qu'on veut aller, mais vers autre chose, eh bien on va vers des sociétés extrêmement individualistes avec des inégalités croissantes
et un avenir que je considère très très noir pour les générations futures. Je suis plus optimiste. C'est vrai que depuis, je dirais, les 30 Glorieuses, et puis ce qui a suivi, la science a été assimilée à un développement de la société, plus d'individualisme, l'hyperconsommation. Mais je veux dire, ça n'est pas une image, pour moi, une image unique de la science. Je pense que ça va évoluer. Dans le futur, on va avoir d'autres questions à gérer, je pense, que la croissance de richesse par individu. Il va y avoir un développement durable à 9 milliards d'habitants, des questions de pression démographique, et je pense que la société va beaucoup évoluer. La science va jouer un rôle qui n'est pas nécessairement le même que maintenant. Par exemple, je pense que de moins en moins, nous posséderons de produits. Nous ferons plutôt appel à des services qui sont plus compatibles avec des développements durables. Et ça devrait changer beaucoup la donne de tous les effets négatifs qui ont été mentionnés. Bon, après, se pose la question, est-ce que c'est du ressort du privé? Est-ce que c'est un fonctionnement collectif? Moi, si je devais faire passer un message, c'est de dire que dans 50 ans, on ne parlera plus de nanotechnologie parce que c'est comme la chimie ou la physique, ça sera intégré dans le paysage. Et 2, la science va avoir un visage assez différent. Voilà. Beaucoup plus ancré sur les questions du passé, si vous voulez, c'était le développement économique. Les questions actuelles, c'est le développement durable, la pression démographique, l'équilibre nord-sud. Donc je pense que petit à petit, la science, comme elle avait déjà glissé entre le 19e et le 20e siècle, avait changé de sujet, si j'ose dire, petit à petit, nous allons glisser vers une autre finalité de la science. Ok, vers le développement durable, espérons, parce qu'elle n'en prend pas le chemin. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve avec le même plateau, un nouveau débat et de nouveaux invités.